La reine est sur le trône depuis longtemps, et bien que tout le monde savait que ce jour viendrait, personne n'aurait pu prédire les mystères qu'elle a laissés derrière elle. Selon certaines sources, la princesse Anne pourrait recevoir un héritage important du testament secret de la reine. Qu'est-ce que cela signifie pour la famille royale britannique? Cela va-t-il changer l'équilibre des pouvoirs? Rejoignez-nous pour explorer ces révélations choquantes et voir comment le testament de la reine façonnera l'avenir de la famille royale. Avant de nous plonger dans le vif du sujet, nous voulons connaître votre avis. Commentez 1 si vous avez toujours soutenu Princesse Anne, ou 0 si vous pensez qu'elle aurait dû prendre une autre voie. La mort de la reine. Le monde entier doit prêter attention à la mort de la reine Élisabeth II, car il s'agit non seulement d'un événement important pour la famille royale britannique, mais aussi d'une période historique significative. Elle a non seulement laissé une empreinte indélébile sur sa dynastie, mais aussi dans le cœur des Britanniques et de millions de personnes à travers le monde. Son règne a duré plus de 7 décennies. Pendant ces 7 décennies au pouvoir, elle a guidé la Grande-Bretagne à travers plusieurs crises politiques, sociales et culturelles, faisant d'elle un symbole de ténacité, de sagesse et de responsabilité. Même si tout le monde est conscient que le vieillissement n'épargne personne, le départ de la reine crée néanmoins un vide qui ne pourra être comblé. Son image lors d'événements importants, tels que les visites d'État, les discours forts et les gestes simples mais affectueux envers le peuple, est trop familière pour les habitants du Royaume-Uni. Elle a fait preuve d'un esprit fort et d'une grande loyauté envers le pays, en continuant à conserver sa position de leader jusqu'aux derniers jours de sa vie, même si elle a progressivement transféré ses responsabilités à d'autres membres de la famille royale. Même si elle avait 96 ans, la reine n'était pas à l'abri de problèmes de santé critiques. Au cours de ces dernières années, on lui a diagnostiqué une sorte de cancer de la moelle osseuse, qui a finalement entraîné une détérioration de son état de santé général, comme l'ont indiqué plusieurs sources. Malgré cela, elle a continué à assumer ses responsabilités royales et a fait des apparitions à diverses occasions importantes jusqu'à la fin de sa vie. Dans les dossiers médicaux officiels, la cause du décès a été indiquée comme étant la vieillesse, 1 semaine après son décès. Cette conclusion n'était pas particulièrement surprenante, mais elle a soulevé de nombreux doutes. Est-il possible que la véritable raison soit encore dissimulée? Plus importante encore, quelles dispositions a-t-elle prises pour s'assurer que sa dynastie ne sera pas en crise après son décès? En tant que dirigeante avisée qui planifie méticuleusement chaque action, la reine Élisabeth II a pris des dispositions pour le jour où elle ne sera plus présente. Elle n'a jamais perdu sa capacité à penser clairement jusqu'à la toute fin de sa vie, et elle a rédigé un testament complet dans lequel elle a non seulement réparti ses biens, mais aussi réorganisé la hiérarchie des membres de la famille royale britannique. Outre la redistribution des biens, elle inclut également des considérations stratégiques concernant l'avenir de la famille royale britannique. Son testament ne se résume pas à un simple transfert de biens. Selon plusieurs témoignages, elle a apporté des modifications importantes à la manière dont les titres, les biens et les fonctions étaient attribués à chaque membre de la famille royale. Alors que certains membres ont été élevés à des postes de plus grande autorité, d'autres ont été rétrogradés ou déchus de leurs responsabilités royales. Il y aura inévitablement des conflits de pouvoir et d'influence entre les membres survivants du groupe après le départ d'un grand dirigeant. C'est une conséquence inévitable. Même si la famille royale britannique a toujours donné l'impression d'être unie, les événements passés ont montré qu'elle n'était pas toujours d'accord entre elles. Le règne de la reine Élisabeth II a été marqué par de nombreux bouleversements, allant des scandales impliquant la famille royale aux crises de confiance du public. Elle était bien consciente du fait qu'après son décès, la situation connaîtrait des changements importants. Pour éviter que cela ne dégénère en crise, elle pourrait être préparée à préserver la capacité de stabilité de la monarchie. Qui succédera au trône? Telle était la question pour l'instant. Des modifications sont-elles à prévoir? Selon certaines spéculations récentes, la princesse Anne pourrait être éligible à un héritage unique, mais est-ce que le cas? Et si tel est le cas, qu'est-ce que cela implique pour l'avenir de la famille royale du Royaume-Uni? Règles de succession. Même avec la mort d'un monarque ou d'une reine,
L'autorité ne cesse pas tout à fait. Il est nécessaire d'avoir un successeur au trône, et la règle de succession décidera qui leur succédera. La stabilité de la monarchie a été assurée par la construction et la modification de cette structure au cours de plusieurs siècles. Cependant, que se passe-t-il si le chef de la dynastie décède? Qui est la personne suivante dans la lignée? Quelles sont les lignes directrices pour la succession du pouvoir? La loi britannique sur la succession royale n'est pas une norme simple. C'est plutôt un système compliqué et rigoureux qui garantit la transmission du trône d'une manière à la fois légale et équitable. L'un des principes fondamentaux qui sous-tendent la loi de succession est le droit d'hériter par la lignée maternelle. Selon les règlements en vigueur, la personne qui est la première en ligne de succession au trône est toujours l'enfant le plus âgé du roi actuellement au pouvoir. Lorsqu'un monarque a un fils, le fils du roi se hisse au sommet de la hiérarchie. La fille d'une reine est la première personne en ligne pour lui succéder sur le trône si la reine a une fille. Auparavant, il existait une règle importante connue sous le nom de primauté masculine, qui stipulait que si un roi avait un fils et une fille, le garçon aurait la priorité sur la fille, même si le fils était né après la fille. Cette loi a été modifiée en 2013 lors de l'adoption de la loi sur la succession au trône. Cette loi a déclaré que la ligne de succession serait désormais basée sur l'ordre de naissance, quel que soit le sexe. Cela signifie que même si une princesse naît avant son frère cadet, elle aura toujours la priorité dans la ligne de succession après son frère cadet. La transformation de la princesse Charlotte, fille du prince William et de Kate Middleton, illustre parfaitement cette transition. Charlotte est toujours en tête de la ligne de succession, simplement parce qu'elle est née la première. Et si, même si le prince Louis est son frère cadet. La ligne de succession continue d'adhérer au concept de descendance après l'entrée du premier héritier dans la ligne de succession. La règle de succession stipule que si le premier membre de la ligne de succession est incapable de monter sur le trône pour quelque raison que ce soit, le deuxième enfant le plus âgé sera le suivant dans la ligne. L'ordre est maintenu pour tous les enfants de la famille royale. Les enfants les plus âgés étant répertoriés en premier, suivis des plus jeunes. Si un monarque n'a pas d'enfants, la succession est transmise soit aux frères et sœurs du monarque, soit, plus bas dans la lignée, aux membres de la famille royale qui sont les parents de sang direct du monarque. Selon ce principe, le trône est transféré à la personne qui vient en deuxième position. Si l'héritier légitime ne peut pas monter sur le trône pour une raison quelconque, par exemple, s'il abdique, s'il meurt avant le couronnement ou s'il est disqualifié. Lorsqu'un roi ou une reine décède, la succession au pouvoir a lieu peu après le décès du monarque. L'autorité royale au Royaume-Uni garantit que le trône n'est jamais vacant. Même si le couronnement n'a pas encore eu lieu, le successeur légitime est immédiatement élevé au rang de roi en raison du décès du souverain. Ensuite, plusieurs rituels et processus formalisés sont exécutés de manière séquentielle. L'annonce officielle du nouveau roi aura lieu au Palais St. James à Londres, où un conseil spécial connu sous le nom de Conseil d'accession se réunira. Les habitants du Royaume-Uni pourront assister en direct à la prestation de serment du prochain monarque. Après la déclaration officielle de la personne en tant que roi, une cérémonie de couronnement aura lieu. Il s'agit d'une cérémonie très importante, puisqu'elle marque l'accession officielle du nouveau monarque au trône. Par exemple, la reine Élisabeth II était montée sur le trône en 1952, mais elle n'a pas été couronnée officiellement avant 1953. Les couronnements peuvent avoir lieu après un laps de temps important, comme ce fut le cas pour la reine Élisabeth II. En vertu de la loi de succession, il existe une circonstance spécifique dans laquelle quelqu'un d'autre assumera temporairement le pouvoir si l'héritier du trône est trop jeune pour gérer avec succès la nation. La règle de la régence est un système qui existe depuis longtemps dans l'histoire de la famille royale britannique. La nomination d'un régent pour servir au nom d'un futur roi est nécessaire lorsque le monarque n'est pas encore assez âgé pour gouverner. Il est courant que le régent soit un membre éminent de la famille royale, soit le parent du jeune monarque, soit un parent respecté du roi. Jusqu'à ce que l'héritier soit suffisamment mûr pour hériter légalement du trône, le régent est chargé d'administrer le gouvernement, de faire passer des lois et de prendre des décisions cruciales.
En outre, le régent est responsable de la confirmation de la législation. À titre d'exemple, si le prince George, fils du prince William, devait succéder au royaume alors qu'il est encore mineur, le prince William, père du prince, pourrait être choisi comme régent jusqu'à ce que George atteigne l'âge où il pourrait régner. Le droit de succession royale accorde une importance significative au mariage en tant que composante. Historiquement, pour qu'un prince ou une princesse puisse se marier, ils doivent d'abord obtenir l'accord du monarque actuellement au pouvoir. Ils courent le risque de perdre leur droit au trône s'ils ne reçoivent pas l'approbation du roi ou de la reine, et leur progéniture ne serait pas placée dans la ligne de succession sans leur accord. Lorsque la règle était en vigueur, il était strictement interdit à tout catholique romain d'aspirer au trône. D'un autre côté, cela a changé. À notre connaissance, un monarque est autorisé à épouser un catholique romain, mais il ne lui est pas permis d'être lui-même catholique. Cela permet de garantir que le monarque du Royaume-Uni continue à être le chef de l'Église d'Angleterre. Par ailleurs, les étrangers ne sont pas autorisés à prétendre au trône. Il n'est pas possible pour un individu non britannique de devenir soudainement roi ou reine simplement parce qu'il épouse un membre de la famille royale. En effet, le monarque ou la reine du Royaume-Uni doit être citoyen du Royaume-Uni. Même si le système de succession royale britannique existe depuis des siècles, il a également subi des modifications constantes pour rester pertinent à l'ère moderne. La modification des lois concernant la préférence de genre est une avancée significative qui contribuera à assurer la justice parmi les membres de la famille royale. Même si les lois régissant la succession semblent plutôt strictes, il y a toujours des changements imprévus. À l'avenir, la ligne de succession pourrait continuer à être influencée par des scandales, des mariages ou des changements de normes culturelles. Le potentiel d'Anne. Depuis longtemps, la princesse Anne est reconnue comme l'un des membres de la famille royale britannique les plus dévoués et les plus assidus dans leur travail. Elle pourrait faire une reine merveilleuse même si elle n'est pas la première dans l'ordre de succession au trône. Son sens des responsabilités, son engagement et ses compétences font d'elle une candidate solide pour ce poste. Au fil des décennies, la princesse Anne a fait preuve d'un engagement exceptionnel et d'un sens aigu des responsabilités, ce qui fait d'elle un modèle royal idéal, surpassant même certains autres membres de la famille royale. Mais qu'est-ce qui la rend si exceptionnelle qu'elle pourrait éviter ses frères, si la loi le permet? Tout d'abord, elle a consacré toute sa vie à servir la famille royale et la nation d'une manière discrète, mais très efficace. Les tâches royales dont la princesse Anne est responsable sont non seulement prises très au sérieux, mais elle les accomplit également avec un niveau exceptionnel de professionnalisme, d'humilité et d'engagement. Non seulement cela lui a valu l'admiration de la population en général, mais cela lui a également valu l'estime des membres de la famille royale, y compris ceux qui critiquent fréquemment la monarchie. Il est de notoriété publique que la princesse Anne est le membre de la famille royale qui fournit le plus d'efforts. Depuis de nombreuses années, elle assume régulièrement plus de 500 responsabilités officielles, ce qui fait d'elle le membre de la famille qui a rempli le plus d'obligations royales. Même si elle a accompli tout cela sans chercher l'attention ou les éloges des médias, c'est étonnant. Contrairement aux autres membres de la famille royale, Anne ne ressent pas le besoin de se vanter ou de se montrer pour démontrer son statut. Elle se concentre plutôt sur les obligations et les responsabilités qu'elle juge nécessaire d'assumer. La princesse Anne donne toujours l'impression d'être compétente et désireuse de travailler pour le bien commun. Qu'elle fasse une apparition lors de cérémonies officielles, qu'elle apporte son soutien à des organisations caritatives ou qu'elle représente la famille royale lors d'événements internationaux. C'est grâce à sa détermination sans faille et à son sens aigu du devoir qu'elle a reçu le titre de princesse royale, un titre qui n'est accordé qu'à la fille aînée du roi, qui est actuellement au pouvoir. La princesse Anne a toujours été un membre important de la famille royale, car elle est la fille unique de la reine Élisabeth II et le deuxième enfant du monarque. Bien qu'elle ne soit pas la première dans l'ordre de succession au trône, elle est la membre de la famille royale la plus dévouée et la plus responsable. Son dévouement et ses devoirs sont sans égal. Contrairement à d'autres membres de la famille royale,
Anne n'a jamais tenté de se séparer de la vie royale ou de se soustraire aux obligations qui incombent à un membre de la famille royale. Au contraire, elle a entièrement accepté et consacré sa vie entière au service de la famille royale, sans aucune réserve. En conséquence, elle est maintenant considérée comme l'une des membres de la famille royale les plus fiables. Elle n'a pas besoin d'employer des stratégies astucieuses pour attirer l'attention ou rechercher de manière extravagante la faveur du public. Grâce à son engagement sans faille et à son sens aigu du devoir, elle s'est imposée comme l'une des membres de la famille royale les plus importantes de notre époque. De plus, la confiance que la reine Élisabeth II a placée en la princesse Anne est un autre élément important qui contribue à ce qu'elle mérite le trône. Parce que la reine avait confiance en les capacités et le jugement d'Anne, elle a confié à sa fille plusieurs responsabilités importantes pendant son règne. Lorsque la santé de la reine a commencé à se détériorer au cours de ces dernières années, la princesse Anne l'a souvent représentée lors de ses engagements officiels. C'était une preuve évidente de la confiance de la reine en sa fille. Ce n'est pas un hasard si Anne s'est vue confier une responsabilité aussi importante en raison de son expérience. Elle avait la réputation d'être très sérieuse, responsable et pratique, ce qui lui avait valu cette réputation. Pour cette raison, elle était une dirigeante naturelle qui était capable d'assumer le poste de reine si la loi le permettait. La princesse Anne était non seulement connue pour son sens aigu du devoir, mais aussi pour son attitude simple et réaliste envers sa position de membre de la famille royale. Elle n'a jamais faibli dans son attachement aux valeurs traditionnelles, mais en même temps, elle a su s'adapter aux changements d'attitude et de normes de son époque. Le fait qu'elle ait su combiner avec succès modernité et tradition lui a permis de jouer un rôle important dans le processus de préservation et d'expansion de la monarchie. Il est arrivé que d'autres membres de la famille royale soient critiqués pour avoir semblé déconnectés de la population ou pour avoir été trop déconnectés de la réalité. Malgré cela, la princesse Anne a toujours été très proche des gens. Elle ne se contente pas de remplir ses obligations royales, elle se soucie sincèrement des organisations caritatives et des personnes qu'elle soutient. Une autre qualité importante qui distingue la princesse Anne des autres. Personne est l'effort incessant qu'elle a déployé pour les organisations caritatives. Son engagement auprès de l'organisation caritative Save the Children s'étend sur plus de 4 décennies, et elle est la marraine de plus de 200 organisations. Les actions en question ne sont pas seulement symboliques. Elles représentent plutôt une composante essentielle de son existence. Elle fait preuve d'un fort sens du leadership à travers son engagement dans des œuvres caritatives. Non seulement elle agit en tant que représentante de la famille royale, mais elle s'implique aussi activement pour aider la communauté et améliorer la vie de ceux qui sont en difficulté. La capacité à utiliser son autorité et son influence pour avoir un impact positif est un aspect crucial du leadership, et cela démontre que vous possédez ce talent. En effet, la princesse Anne n'est pas la première dans l'ordre de succession au trône, mais elle est sans aucun doute l'une des membres de la famille royale qui mérite le plus d'occuper ce poste. Grâce à son excellent leadership, à son engagement sans faille et à son sens aigu du devoir, elle a démontré qu'elle possédait les qualités nécessaires pour devenir une grande reine. La princesse Anne aurait été l'une des souveraines les plus brillantes de l'histoire du Royaume-Uni si la loi l'avait permis. La volonté de la reine. Quel avenir la reine Élisabeth envisage-t-elle pour elle-même? Ce n'est pas quelque chose auquel elle participera. Qu'est-ce qui était inscrit dans le testament de la reine? Conformément au règlement de la famille royale, le contenu du testament de la reine Élisabeth II a été gardé secret. Le document, en revanche, sera accessible au grand public 20 ans après le décès de la reine. Cela n'implique pas pour autant que le grand public ignore totalement l'héritage que la reine a laissé à ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants. Elle a légué à sa famille des richesses, un rang et le poids des obligations qui incombent à un membre actif de la famille royale britannique, comme l'indique le testament qu'elle a laissé. Le château de Windsor, légué au prince Charles, qui succédera à l'actuelle reine, est un exemple de cet héritage. Lorraine, quant à elle, a confié Balmoral aux différents membres de sa famille afin de les réunir.
Cette décision a été prise car ce refuge écossais lui permettait de passer du temps avec sa famille. La princesse Anne a reçu le domaine de Sandringham dans le cadre de son héritage. La reine était consciente que la propriété revêtait une importance particulière dans la vie de sa fille et elle décida de s'en défaire à titre personnel. Pour les besoins de l'argumentation, imaginons que le prince Andrew n'était pas vraiment ravi de ce changement de propriétaire. La princesse Anne, conseillère de confiance de la reine et probablement son enfant préféré, fut celle à qui elle confia la responsabilité d'exécuter ses dernières volontés. La princesse Anne s'est vue confier la responsabilité de veiller à ce que les souhaits de la reine soient respectés. Elle était la personnalité militaire la plus éminente de la famille et semblait être la plus responsable et la plus digne de confiance des enfants de la reine. Pour ce faire, il était nécessaire de s'assurer que les enfants recevaient les domaines qui leur étaient donnés et que les fonds fiduciaires pour les petits-enfants étaient en sécurité. Cependant, elle s'efforce également d'adapter les coutumes royales à la culture moderne, ce que la reine a souhaité. Dans le cadre de son héritage et de ses nouvelles responsabilités, qu'a reçu le successeur de la reine, dans son discours, la reine s'adresse au prince Charles III. Le domaine de Sandringham a été légué au prince Charles, le futur roi, par la reine Elizabeth, non pas en héritage, mais plutôt comme un défi à sa capacité à exercer le leadership. Les pratiques royales doivent être adaptées à la société moderne, selon la volonté de la reine, qui a été lue par la princesse Anne. Le testament stipule également que le palais de Sandringham doit être utilisé comme un moyen de rapprocher la famille royale du peuple du pays dans les années à venir. En conséquence de cette volonté de la reine, le domaine organisera désormais un plus grand nombre d'événements publics afin de favoriser les liens entre la population et la royauté régnante. En outre, il a récemment assumé le rôle de roi du pays. Pendant ce temps, que vont faire le prince William et Kate Middleton? La reine a confié des responsabilités supplémentaires au prince William et à Kate Middleton. La tiare Vladimir, qui est en effet l'un des objets les plus connus que la reine Élisabeth ait jamais possédé, a été présenté à Kate Middleton par la reine comme son bien le plus précieux. Le fait que la reine ait donné sa bénédiction à Kate et la probabilité qu'elle devienne reine consort ont été démontrés par cet exemple. En outre, le diadème et les autres bijoux qui ont été présentés à Kate Middleton ont marqué le début d'une nouvelle ère pour elle. De plus, Kate est chargée de la responsabilité de sauvegarder l'héritage culturel et historique de la famille. De ce fait, Kate est responsable de l'organisation de certaines sections des archives royales et de la supervision de la restauration de certains objets qui font partie de la vaste collection que possède la famille. En outre, les deux personnes ont été chargées de moderniser certaines traditions royales et d'accroître leur niveau d'engagement auprès du grand public. Il ne fait aucun doute que le couple a reçu l'aide financière et l'envergure nécessaire pour assumer cette énorme responsabilité en tant que futur dirigeant potentiel du royaume. De plus, la reine a offert le château de Windsor au prince William, bien qu'elle ne le reconnaisse pas comme un bien historique. Il s'agit plutôt d'une indication que la monarchie est sûre et continuera d'exister à l'avenir. La reine a également félicité Kate pour son influence et sa force grandissante au sein de la famille royale. Et elle lui a offert des objets en or de sa collection en gage de sa confiance en sa capacité à maintenir les traditions de la famille royale. La reine a offert à la princesse Charlotte des pierres précieuses supplémentaires qui ont été choisies avec le plus grand soin en raison de leur signification émotionnelle. Elle a ainsi veillé à ce que l'héritage de la famille royale soit transmis aux générations suivantes. La reine a remis au prince Harry une épée qui avait appartenu au roi George VI. Bien qu'il n'exerce plus aucune responsabilité royale, la reine l'a accepté comme membre de la famille noble. Archie et Lilibet Markle, les enfants de Harry et Meghan Markle, ne devraient pas être exclus de l'héritage de la famille, même si leurs parents ont quitté la famille royale pour poursuivre leurs intérêts pendant leur absence. En revanche, le prince Andrew n'était pas cité aussi souvent que les autres membres de la famille royale ou que d'autres membres de la famille royale. Bien qu'il soit connu sous son nom, il n'était pas considéré comme un roi de par ses responsabilités, et cela était assez clair pour tout le monde. Pendant de nombreuses années,
Le prince Andrew a été impliqué dans des situations embarrassantes impliquant les médias et le système judiciaire du pays. Il n'est pas difficile d'imaginer que la reine déléguera les responsabilités royales aux membres de la famille qui ont un parcours plus irréprochable que le prince. Le testament de la reine n'exclut pas la prochaine génération de membres de la famille royale de sa sphère d'influence. Il s'agit d'une lettre adressée aux petits-enfants, afin de fournir au prince George, à la princesse Charlotte et au prince Louis les conseils qu'elle a reçus au cours de ses années de service. La reine leur écrit des lettres personnelles plutôt que de leur envoyer de l'argent. La reine a souligné la nécessité de maintenir un équilibre sain pour le prince George. Il est nécessaire de le faire pour préserver l'honneur de la couronne et acquérir des connaissances sur le monde au-delà du palais. Pendant que Charlotte écoute, la reine souligne l'importance d'être à la fois courageux et gentil. Cependant, elle l'exhorte à continuer à défendre les traditions que ses ancêtres ont laissées derrière elle, tout en assumant les nouvelles responsabilités qui accompagnent son emploi. En ce qui concerne le prince Louis, la reine a reconnu qu'il ne serait pas accablé par la responsabilité de la succession, ce qui lui permettrait de choisir plus facilement sa voie dans la vie. Elle l'exhorte à agir selon son cœur, à faire ce qui est juste et à respecter les traditions de la famille royale. La reine a également créé un fonds distinct, en dehors des richesses de la famille. Cet argent était destiné uniquement à l'éducation des plus jeunes membres de la famille royale. Outer, la reine avait souligné la nécessité de doter les enfants des compétences requises, en particulier dans un monde en constante évolution et où la certitude de tout est temporaire. Il était clair que la reine avait investi beaucoup de temps, d'énergie et de réflexion pour assurer l'avenir de ses petits-enfants. Qu'est-ce que la reine aurait souhaité pouvoir faire davantage? Sur quelle base son successeur peut-il y parvenir? Les dernières volontés de la reine. Dans ses dernières paroles, la reine a exprimé ses profondes préoccupations quant à l'avenir de la monarchie britannique si elle ne changeait pas et ne s'adaptait pas à son époque. Elle avait compris que pour survivre et continuer à jouer son rôle dans le cœur des gens, la monarchie devait évoluer pour répondre aux besoins et aux désirs de la société moderne. Si la famille royale continuait à s'accrocher à ses vieilles traditions sans chercher à innover, elle serait de plus en plus déconnectée de la réalité et perdrait le soutien du public. Consciente de cela très tôt, la reine a proposé de nombreux plans pour aider la monarchie à maintenir son lien avec le peuple et à démontrer son utilité dans un monde en constante évolution. L'une des idées les plus importantes qu'elle a avancées était d'utiliser efficacement les biens royaux pour accroître l'engagement du public. Elle a notamment commandé des projets visant à transformer des lieux tels que Sandringham et le château de Windsor en espaces plus ouverts où des événements éducatifs, culturels et artistiques peuvent être organisés pour rapprocher les gens de la famille royale. En ouvrant les résidences royales, la reine espère créer un véritable lien entre la famille royale et la société. Elle estime que la monarchie ne peut pas être simplement un symbole lointain, mais doit devenir une véritable partie de la vie des gens, en organisant des programmes éducatifs, des activités caritatives et des événements communautaires dans les domaines royaux, auparavant fermés. Elle espère rendre la famille royale plus accessible et plus proche. Cependant, tous les membres de la famille royale ne partagent pas ce point de vue. Le prince Charles, qui est rapidement devenu le roi Charles III, s'est montré plutôt réservé à l'égard de cette proposition. Il craint qu'une trop grande publicité autour des résidences royales ne nuise à la mystique et à la dignité de la monarchie. Il estime qu'une partie du pouvoir de la famille royale provient de son mystère et de sa dignité, et que si ces symboles s'effritent, la monarchie risque d'être considérée comme trop normale, voire inutile. Le prince William, en revanche, a une vision plus moderne de l'avenir de la famille royale et soutient pleinement l'initiative de la reine. Il comprend que la jeune génération d'aujourd'hui a une vision très différente de la famille royale et ne la considère plus comme un pouvoir absolu ou une force inviolable. Au contraire, elle attend de la famille royale qu'elle joue un rôle plus actif dans la société et qu'elle fasse preuve de ses valeurs. Pour William, ouvrir les résidences royales au public est une étape logique pour maintenir la pertinence de la famille royale dans un monde en constante évolution. Pendant ce temps, le prince Andrew n'a pas eu son mot à dire.
Les scandales du passé ont terni sa réputation aux yeux de la famille royale et du public. Bien que la reine soit restée affectueuse envers Andrew et lui ait pardonné ses erreurs dans ses derniers jours, elle a également clairement indiqué qu'il n'assumerait plus de fonctions royales officielles. Cette décision reflète en partie un changement dans la perception des responsabilités des membres de la famille royale, soulignant que le statut n'est pas une chose permanente sans responsabilité et dévouement. Les préoccupations de la reine concernant l'avenir de la monarchie ne sont pas seulement des pensées fugaces, mais le résultat d'années d'observation et de réflexion. Elle a été témoin d'énormes changements dans la société et comprend que la monarchie ne peut survivre que si elle s'adapte. Bien qu'elle ne puisse pas personnellement constater les résultats des initiatives qu'elle a proposées, la reine espère que les générations futures, en particulier William, continueront à mettre en œuvre sa vision et à faire en sorte que la famille royale britannique ne soit pas simplement un symbole historique, mais aussi un élément indispensable de la société moderne. Que pensez-vous de la vision de la reine pour l'avenir de la monarchie? L'ouverture de la famille royale au public contribuera-t-elle à maintenir sa pertinence dans la société moderne? Ou perdra-t-elle son mystère et son autorité traditionnelle? Veuillez partager vos réflexions dans la section commentaires ci-dessous. Nous serions ravis de vous lire. N'oubliez pas d'aimer la vidéo et de vous abonner à la chaîne pour d'autres mises à jour intéressantes.